Bonjour tout le monde, je m'appelle Jolene Marcotte-Neau de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui s'intitule Perdre son emploi, vos droits face au congédiement et au licenciement abusif, présentée dans le cadre des rendez-vous visés droits du Barreau de Montréal. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. J'aimerais souligner la collaboration de la Bibliothèque Béni qui a aussi contribué à la tenue de cette conférence. Alors, la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent et la Bibliothèque Béni sont heureuses de participer au rendez-vous visés droits et de vous présenter cette conférence. Sachez aussi que des consultations juridiques gratuites auront lieu le samedi 28 mars 2026 au Palais de justice de Montréal dans le cadre des portes ouvertes Visée droit. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site visédroit.com. Je vous souhaite de passer un agréable moment et je cède la parole à votre modératrice, Maître Noémie Lafontaine. Bonjour à tous, je m'appelle Maître Noémie Lafontaine, je suis avocate en droit du travail chez 71 Légal, ainsi que membre du comité des rendez-vous Visée droit du Barreau de Montréal. En débutant, permettez-moi de remercier les partenaires du Barreau de Montréal, donc les bibliothèques de Montréal et plus particulièrement celle du Vieux-Saint-Laurent, ainsi que la Bibliothèque Béni. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions à la fin de la conférence et que je pourrai également poser certaines questions là, au fil du déroulement de la présentation. Donc, tout au long de la conférence, vous êtes invités à inscrire vos questions dans la section questions et réponses qui se situe au bas de vos écrans. Donc, il y a un petit encadré dans lequel on voit un point d'interrogation ainsi que la mention Q et R en français ou Q&A en anglais. Donc, c'est à cet endroit qu'on vous invite là, à partager vos questions et je vais m'assurer là, de les reléguer à notre conférencière afin qu'elles puissent être répondues lors de la conférence. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière du jour. Donc, Maître Pradelimga, bonjour. Maître Pradelimga Bonjour. est avocate et fondatrice de PRDL Avocat, un cabinet boutique établi à Montréal. Ayant elle-même une expérience personnelle en immigration, elle a bâti une pratique axée sur l'accompagnement juridique stratégique humain et accessible destiné aux entrepreneurs et aux immigrants et aux particuliers qui souhaitent bâtir une vie stable et prospère au Québec. Sa force réside dans sa capacité à articuler le droit civil, le droit des affaires et le droit du travail et de l'immigration au service d'une vision intégrée de la croissance et de l'inclusion. Elle est également cofondatrice de l'Alliance, spécialiste en mobilité internationale, qui accompagne les immigrants d'affaires dans leurs projets entrepreneuriaux. Maringa, la parole est à vous. Merci beaucoup, Maître Lafontaine. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste avoir le temps de chercher ma présentation. Et, bon, de, j'espère que tout le monde... Oups, excusez. Petit. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très ravie de vous avoir, de vous recevoir ce matin, cet après-midi, dans le cadre de cette conférence portant sur un sujet malheureusement qui touche beaucoup de personnes, tant salariés que cadres. Ici, il s'agit ici de la rupture ou de la fin d'emploi par le truchement, du congédiement ou du licenciement. Alors, pourquoi est-ce que c'est crucial d'en parler de nos jours? Ben, c'est tout simplement parce que la rupture d'emploi touche tant l'humain que ses finances, tant du côté de l'employeur que de l'employé. Les deux parties sont affectées. Le congédiement et le licenciement sont des situations qui sont très sensibles dans le monde du travail. Et au Québec, chaque année, ces deux situations font l'objet d'un nombre très élevé de litiges devant les tribunaux ou les organismes administratifs. Je cite ici la CNSST ou le tribunal administratif du travail. Alors, en préparant cette conférence, j'avais trois objectifs en tête et j'espère qu'au terme de cette conférence, vous allez pouvoir justement vous en rappeler et que ces outils puissent vous guider durant toute la validité de votre contrat de travail et que vous puissiez vous en rappeler au moment de la
fin de votre contrat avec votre employeur. Alors, j'ai souligné trois objectifs. Le premier objectif de cette conférence sera de faire la différence entre le congédiement et le licenciement. Je vous avouerai que ces deux notions tellement confondues, mais qui n'ont ni les mêmes implications, ni les mêmes fondements, ni même les mêmes effets juridiques. Et c'est tellement drôle parce que moi, dans ma pratique tout le temps, tous les jours, je rencontre des clients qui me font part de leurs problématiques en matière de licenciement ou de congédiement. Et au fur et à mesure que je m'enquière des faits et que je pose des questions au salarié ou à l'employé, je me rends compte en fait que l'employé confond les deux notions. Donc, il me parle d'un licenciement alors qu'en fait, il fait l'objet d'un congédiement et vice-versa. Donc, c'est vraiment important déjà de comprendre la différence entre ces deux notions pour savoir exactement quels sont les recours qui s'appliquent et quels sont les tribunaux compétents devant lesquels vous pourrez soumettre ou loger votre recours. Deuxième objectif de la présentation serait pour vous de reconnaître les cas d'abus lors de la rupture du lien d'emploi. Donc, imaginez-vous, vous êtes convoqué dans le bureau de votre patron ou de votre employeur, puis on vous annonce la fin très prochaine de votre contrat de travail. Alors, vous devez être en mesure d'identifier si, à l'instant où votre employeur vous fait part, vous annonce cette rupture d'emploi, vous devez déterminer si cet employeur agit de façon discriminatoire, injustifiée ou de façon abusive. Donc, vous devez pouvoir reconnaître justement les cas de rupture de travail abusive. Le troisième objectif, le troisième objectif, c'est celui de connaître les droits et recours qui s'ouvrent à vous. Donc, une fois que l'annonce de la rupture d'emploi a été faite et une fois qu'elle est même effective, bien, si votre sixième sens vous insuffle qu'il s'agit d'une situation discriminatoire, abusive ou contraire à la loi, vous devez déjà pouvoir connaître, avoir le premier réflexe de savoir c'est quoi le recours qui s'applique à moi, c'est quoi le recours qui s'ouvre à moi, c'est quoi le recours qui s'y prête selon les circonstances et quelles sont les conditions d'ouverture de ces recours-là. Dans le doute, je vous conseillerais toujours de consulter un avocat pour vous outiller ou pour vous guider et vous accompagner durant tout le processus de votre litige. Alors, là, on va entrer dans le vif du sujet. Je sais que je n'ai qu'une heure pour faire la présentation et qu'on aura quand même une période de 30 minutes de questions, mais mon défi, c'est vraiment de passer à travers toutes les diapositives et de rester brève et concise. Alors, vous êtes salarié, votre employeur vous annonce la fin de votre emploi. Quel est le premier réflexe que vous devez avoir? Je sais qu'il y a, en fait, votre première réaction sera de paniquer. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de qualifier la nature de votre rupture d'emploi. Donc, une fois que les émotions sont passées, une fois que tous les questionnements par rapport à qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi votre faute et tout, une fois que cette période est passée, vous devez vous poser la question la plus essentielle. Est-ce que je fais face à un congédiement ou à un licenciement? C'est tellement important de bien qualifier la situation dans laquelle vous vous retrouvez afin de saisir les meilleurs recours et les recours appropriés ainsi que les tribunaux appropriés. Parce que je vous dis tout de suite, si c'est que vous saisissez un recours en congédiement alors qu'il s'agit d'un recours en licenciement et vice-versa, malheureusement, vous allez vous faire opposer soit une fin de non-recevoir ou une demande de rejet euh, euh, très rapide. Là. Dans le début de litige, la demande de rejet pourra déjà être produite par la partie adverse parce que justement, le cadre juridique n'est pas respecté. Une fois que la qualification est déjà faite, la prochaine question que vous devez vous demander, c'est quelle est la loi qui m'habilite justement à déposer tel ou tel recours? Vous devez déjà comprendre que malheureusement, en matière de congédiement et licenciement, au Québec ici, il n'y a pas de loi qui définit de façon large et exhaustive la notion de congédiement ou de licenciement. Nous avons quand même dans la loi sur la norme de travail, l'article 84.0.1, qui définit ce que c'est que le licenciement collectif.
Donc, comprenez que le congédiement et le licenciement, proprement dit, sont des constructions jurisprudentielles. Et c'est à la lumière de cette jurisprudence-là que nous allons analyser ces deux concepts. Toutefois, il y a quand même des lois au Québec qui viennent encadrer les fins d'emploi de façon générale, et puis chacune avec ses spécificités. Premièrement, l'une des lois les plus connues, les plus notoires, c'est la loi sur les normes du travail. Cette loi-là, principalement son article 124 et suivant, vient protéger le salarié contre les congédiements faits sans cause juste et suffisante. Autrement dit, les congédiements abusifs. À une condition que ce salarié-là justifie d'au moins 2 ans de service continu. C'est si cette condition est remplie que vous pourrez saisir la commission des normes pour loger un recours en congédiement abusif sous le biais de l'article 124. Nous avons aussi le Code civil du Québec, principalement à partir de son article 2091, qui vient encadrer ici les ruptures, les résiliations d'emploi de façon unilatérale. Donc, lorsque l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'employeur ou l'employé, met fin abruptement et de façon unilatérale au contrat de travail, vous pouvez vous référer au Code civil du Québec pour savoir quels sont vos droits et comment obtenir réparation. Enfin, nous avons la Charte des droits et libertés de la personne. Cette loi fondamentale vient ici encadrer le congédiement, vient ici prohiber en fait les cas de congédiement discriminatoires qui sont fondés sur un motif prohibé de discrimination. Donc, on a 9 motifs. On a les motifs fondés sur l'âge, l'orientation sexuelle, la langue, l'ethnie, etc. Alors, on va commencer par analyser le congédiement dans son ensemble, en fait. Comme je vous ai dit tantôt, le congédiement, la notion de congédiement est une construction jurisprudentielle. Alors, dans l'affaire Leclerc, une affaire qui a été tranchée par le tribunal administratif du travail en 2018, dans cette affaire, le juge vient ici donner une définition large ou précise de ce que c'est que le congédiement au sens de l'article 124 de la loi sur les normes du travail précisément. Donc, le juge ici définit le congédiement comme étant les ruptures de la relation d'emploi causées par des motifs subjectifs liés aux caractéristiques propres du salarié. Donc, le juge ici est en train de vous dire, le congédiement intervient une fois que des considérations propres aux salariés sont en cause et viennent troubler la relation de travail entre l'employeur et l'employé, ce qui malheureusement pourrait justifier cette rupture. Donc, tant qu'il y a des motifs qui sont propres aux salariés, des motifs qui sont subjectifs à une personne qui occupe tel poste, et que ces motifs-là ou ces caractéristiques propres à cette personne-là minent la relation de travail, ben, le congédiement sera la rupture d'emploi la plus appropriée. Alors, quelques exemples, j'ai préparé pour vous quelques exemples de motifs subjectifs liés au salarié. Donc, dans quel cas un salarié peut se faire congédier? Donc, dans les cas où ce salarié-là pose une faute disciplinaire. Donc, principalement, un salarié ben, je vais pas dire insoumis, là, mais insubordonné, pardon, un salarié qui conteste toutes les décisions de gérance et des directions de son employeur. Un salarié qui nage à contre-courant des objectifs ou de la vision de l'employeur. Un salarié qui est tout le temps absent, qui fait preuve d'un absentéisme chronique. Un salarié qui a des comportements inappropriés et vraiment répréhensibles. Donc, il fait preuve d'intimidation envers ses collègues, du harcèlement psychologique et même du harcèlement sexuel. Un salarié qui manque à son obligation de loyauté, mettons. Ces comportements-là qui sont propres à ce salarié-là sont qualifiés de faute disciplinaire qui peut entraîner un congédiement. Un deuxième motif subjectif, c'est lorsque l'employé ne rencontre pas un rendement jugé satisfaisant pour l'employeur. Donc, si vous occupez un poste dans une entreprise et que malheureusement, vous n'arrivez pas à satisfaire aux attentes raisonnables de l'employeur, malgré tout l'encadrement, toutes les formations qu'il met à votre disposition, vous avez toujours de la peine à rendre
avoir un rendement satisfaisant pour soutenir les objectifs et la vision de l'employeur. À ce moment-là, malheureusement, l'employeur peut prononcer un congédiement. Donc, ça, si vous faites preuve d'un rendement jugé insatisfaisant, ça fait aussi partie des motifs subjectifs liés à l'employé, pardon. Et enfin, une incompatibilité relationnelle. Ça se voit dans plusieurs corporations, plusieurs organismes. Il y a des employés qui ont la misère à s'intégrer, des employés qui ont la misère à nouer des relations pacifiques et saines avec leurs collègues ou collaborateurs. Mais au lieu de tenter d'améliorer justement la dynamique, ils sont plutôt dans le renfermement, puis les accusations, puis euh, d'autres comportements jugés malsains au sein de l'entreprise. Ça fait partie également de ces motifs subjectifs qui peuvent donner ouverture à un congédiement. Alors, au Québec, la loi reconnaît 4 types de congédiements. On a premièrement le congédiement dit administratif, congédiement disciplinaire, congédiement mixte et enfin congédiement déguisé. Nous allons passer à travers ces 4 formes de congédiement. Cela pourra vous aider je ne vous souhaite pas bien évidemment, mais dans la mesure, dans l'éventualité où vous vous retrouvez dans une situation de rupture d'emploi, vous serez déjà à même à mesure de pouvoir qualifier quel est le type de congédiement auquel vous faites face. Le congédiement administratif. La première chose que vous devez retenir par rapport à ce type de congédiement, c'est qu'il est imposé il est imposé en raison des manquements qui ne sont pas indépendants de la volonté du salarié. Donc ici, on ne recherche pas la faute du salarié. On ne recherche pas l'intention de commettre une faute ou un manquement. Donc, son nom le dit, le congédiement, il est administratif, donc pris en fonction des objectifs et du pouvoir de gérance et de direction de l'employeur. Donc, quelques éléments qui peuvent donner ouverture à un congédiement administratif et qui sont totalement indépendants de la volonté de l'employé ou du salarié. J'en ai repéré 3. Premièrement, un rendement insuffisant. C'est vrai que ça arrive un employé qui occupe un poste et au début de son emploi, il est excellent, il fait preuve d'un super bon rendement. Puis à un moment donné de sa vie, ben, son rendement baisse de plus en plus. Peut-être c'est dû à des complications, des situations personnelles à lui, certaines considérations personnelles qui influent sur sa prestation de travail. À un moment donné, oui, l'employeur pourra utiliser son pouvoir de gestion, de direction pour sanctionner l'employé par un congédiement administratif parce qu'il a jugé que l'employé ne pourra plus remonter la pente rapidement. En deuxième lieu, il y a l'incompétence. C'est vrai, on dirait, ben oui, l'incompétence, tout le monde peut travailler dur puis faire preuve de plus de compétences, c'est vrai, mais l'incompétence est quand même un élément indépendant de la volonté de quelqu'un. Quelqu'un ne reste pas, je veux dire, quelqu'un ne planifie pas d'être incompétent pour telle ou telle tâche menaçant, sachant que cette incompétence-là pourra menacer son poste. Donc, l'incompétence ici, selon la loi, peut être considérée comme un motif indépendant de la volonté d'un salarié et qui peut malheureusement donner ouverture à un congédiement administratif. Et enfin, il y a l'incapacité physique ou psychologique d'un salarié. Donc, mettons un salarié qui fait, à un moment donné de sa vie ou du contrat de travail, il perd sa mobilité. Il a une mobilité réduite ou fait face à un handicap qui l'empêche malheureusement de continuer à donner une prestation de travail conforme. Mettons, si ce travailleur-là, mettons, ce salarié, travaillait dans une usine où il fallait qu'il reste debout à longueur de journée, que finalement, il est à fauteuil roulant et puis ben, son déplacement, sa mouvance est un petit peu limitée et que malheureusement, sa condition ne pourra pas s'améliorer, ben, à ce moment-là, l'employeur pourrait être justifié, je dis bien pourrait, à certaines conditions qu'on verra bien évidemment devant, mais pourrait être justifié de prononcer un congédiement administratif. C'est pareil, c'est que cet employé-là fait face à une incapacité psychologique. S'il a eu un diagnostic d'une maladie qui affecte ses capacités psychologiques, mais à ce moment également,
l'employeur pourrait être justifié pour congédier administrativement l'employé. Alors, dans le cadre d'un congédiement administratif, si c'est que dans l'éventualité où, à la suite de ce congédiement, l'employé est insatisfait ou l'employé pense que ce congédiement est abusif ou est sans droit, alors il a le droit d'ouvrir un recours, je ne sais pas si dans le chat ça me concerne, Maître Lafontaine, mais je vois les notifications. En tout cas, il a le droit de recours, pardon, le salarié a le droit de loger un recours devant le tribunal compétent. Puis, à ce moment-là, lorsque le recours est déjà ouvert, le litige est produit devant le tribunal, le juge a un rôle bien précis. Et ce rôle a été défini dans l'arrêt Forget contre la brasserie Laballe Limitée. C'est une décision qui a été rendue par la Commission des relations du travail, aujourd'hui connue sous le nom de Tribunal administratif du travail. Et cette décision a été rendue en 2009. Dans cette décision, le juge vient ici établir le rôle de tout décideur face à une demande de congédiement administratif. Alors, le rôle du juge ici, premièrement, est en trois étapes. Premièrement, c'est d'évaluer si la fin d'emploi du salarié découle véritablement de son incompétence ou de son incapacité à s'acquitter de ses fonctions. Il ne s'agit pas pour l'employeur de venir dire, ben, monsieur le juge, cet employé-là, il est vraiment incompétent, puis ça ne fonctionne pas depuis 2, 3 mois et je ne peux plus le garder dans mes rangs. OK? Ben, le juge va lui demander, ben, monsieur tel ou madame tel, est-ce que vous avez réellement procédé à une évaluation claire et objective de ses compétences? Si oui, c'est quoi le bilan? C'est quoi le rapport? Donc, le juge va s'assurer que le motif d'incompétence est réel en fait, est réel et véridique. Il ne faut pas que ce soit un prétexte. Ce n'est pas parce qu'un salarié a commis une faute dans un dossier ou a fait montre de moins d'agilité dans tel ou tel projet qu'il est forcément incompétent. Pas du tout. Donc, le juge ici va vraiment s'assurer si depuis l'entrée en fonction de ce salarié-là, ben, il est vraiment comme à la traîne. Donc, une fois que cette évaluation est faite, le juge poursuit. Il va vérifier la rigueur du processus suivi par l'employeur pour prendre sa décision. Donc, avant d'arriver à la décision de congédiement administratif pour incompétence, est-ce que l'employeur a quand même fait montre d'une certaine ouverture à aider le travailleur à relever la pente? Est-ce que l'employeur s'est tout de suite braqué en prenant une décision active, en congédiant son personnel? Donc, le juge, lui, va analyser tout le processus de l'employeur avant de trancher, de maintenir soit le congédiement ou de l'annuler. Et enfin, le juge va s'assurer que les motifs de congédiement ne sont pas abusifs, discriminatoires ou déraisonnables. Bien évidemment, il ne faut pas que l'employeur prenne pour prétexte l'incompétence de l'employé, alors que dans tout, dans tout le portrait, il s'avère que l'employeur impose des attentes déraisonnables à l'employé. Donc, un employé qui fait face à une certaine pression, a des attentes beaucoup plus grandes que celles imposées à son poste, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il ne pourra pas les rencontrer. Et si l'employeur utilise ce prétexte-là pour le congédier, malheureusement, le juge va analyser la situation et pourrait arriver à une décision différente de l'employeur, mettons. Donc, à une sanction moins grave que le congédiement. Ce que vous devez comprendre, c'est que au Québec, les tribunaux ou le législateur, pardon, considère le congédiement comme la sanction ultime, la sanction fatale. OK? Le droit au travail, c'est un droit fondamental pour, pour toute personne au Québec. Donc, on ne peut pas menacer votre droit au travail de façon abusive ou discrétionnaire. Le législateur ne le permet pas.
C'est pour ça que l'examen par les tribunaux, lorsqu'ils sont confrontés à un cas de congédiement, est beaucoup trop strict parce qu'il ne faut pas qu'on empêche une personne de gagner sa vie par le biais d'un travail à cause des humeurs ou des décisions abusives ou discrétionnaires des employeurs. Toujours dans cette décision-là, la décision Forget, le juge venait ici rappeler un principe très important en matière de congédiement administratif. Malheureusement, dans ce type de congédiement, la progressivité des sanctions ou la gradation des sanctions n'est pas vraiment utile. Parce que bien évidemment, ici, il s'agit d'un congédiement dit sans faute. Donc, il n'y a pas une faute posée préalablement, il n'y a pas une faute posée par l'employé. Donc, du coup, transmettre des avertissements, des suspensions et tout, ce n'est pas vraiment utile dans ce type de congédiement. Donc, si votre employé, mettons, est malade, est tombé malade et puis que cette incapacité-là se prolonge sur une longue période, ben, l'employeur qui transmet un avertissement ou une suspension avec solde ou sans solde, ben, ça n'aura vraiment pas l'effet escompté. Ce n'est vraiment pas utile. Donc, en matière de congédiement administratif, la gradation des sanctions n'est vraiment pas appropriée. Toutefois, si le tribunal est satisfait de la preuve de l'employeur à l'effet que, ben, malheureusement, monsieur le juge, l'incompétence de ce salarié-là et son incapacité physique ou psychologique ne peut pas mine en fait les objectifs de l'entreprise, retarde la progression, la croissance méthode du chiffre d'affaires de l'entreprise. Si c'est que le tribunal est convaincu de cette preuve-là, alors à ce moment, le tribunal ne pourra pas réviser ou modifier la mesure, mais il pourra toutefois la maintenir. Okay? Si, mettons, dans l'éventualité où l'employeur n'a pas réussi à rencontrer son fardeau de preuves, il n'a pas réussi à démontrer au juge que ben, le congédiement est vraiment motivé par l'incompétence de l'employé. Malheureusement, ici, pour l'employeur, le juge aura le pouvoir d'annuler le congédiement. Surtout si l'employé, dans son fardeau de preuves, réussit à démontrer que ben, le congédiement de l'employeur était fait de façon abusive ou discriminatoire. À ce moment-là, le juge pourra annuler complètement le congédiement et prononcer les ordonnances qui s'y prêtent. Donc, comme une ordonnance de réintégration, mettons, une autre ordonnance de paiement de certaines indemnités ou des salaires perdus, mettons. Lorsque vous, à titre d'employeur, vous êtes traîné, excusez l'expression, mais vous êtes traîné au tribunal par votre ancien salarié, employé que vous avez congédié pour incompétence, l'arrêt Costco contre la plante est l'un des arrêts de principe. C'est un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel en 2005, arrêt dans lequel la Cour venait ici rappeler les 5 exigences cumulatives qui s'imposent à tout employeur avant de prononcer un congédiement pour incompétence. Donc, vous les employeurs, là, s'il y en a qui me suivent, vous ne pouvez pas juste du jour au lendemain constater que, ben oui, tel employé, il a des lacunes, il a une certaine difficulté dans telle ou telle tâche. Vous ne pouvez juste pas, à la suite de ce constat, congédier votre employé. Il y a des étapes que vous devez suivre. Il y a tout un cheminement. Il y a des exigences qui sont très strictes à suivre. Alors, la première exigence, c'est premièrement de vous assurer, vous, à titre d'employeur, que le salarié est au fait, donc qu'il connaisse toutes les politiques de l'entreprise et également les attentes qui lui ont été fixées. Donc, vous devez rencontrer votre salarié, lui expliquer toutes les politiques de l'entreprise et lui fait part des attentes que se fait l'employeur de son rendement ou de son travail. Donc, il doit savoir que le poste qu'il occupe a tel objectif à atteindre, que l'employeur attend de lui tel rendement, etc. Donc, il faut
faire la preuve au tribunal que vous avez respecté cette exigence-là. Deuxième exigence, à titre d'employeur, vous devez vous assurer que toutes les lacunes de l'employé lui ont été signalées. Donc, lors d'une rencontre de suivi, trimestrielle ou hebdomadaire, qu'importe le délai, vous devez tout de suite signaler à l'employé ses lacunes pour qu'il puisse prendre conscience de ses difficultés et qu'il ait eu le temps de s'améliorer également. Troisième exigence, ben, vous devez fournir à l'employé un soutien. Donc, soit un plan de formation, un plan d'amélioration, un encadrement bien précis pour l'aider justement à rencontrer les attentes que vous faites de lui. Quatrième exigence, vous devez donner un délai raisonnable. OK? Vous ne pouvez pas rencontrer le salarié aujourd'hui, puis vous lui dites, OK, tu as 2 semaines pour t'améliorer, sinon on va te congédier. Non, le délai doit être raisonnable. Puis, il n'y a pas, les tribunaux ne définissent pas ce que c'est qu'un délai raisonnable, mais le délai raisonnable ici sera jugé en fonction du poste du salarié et des exigences, des attentes également de l'employeur. Donc, si les attentes sont beaucoup trop grandes, ben, il faut quand même que le délai puisse être sur une bonne période quand même, une période assez considérable. Donc, le délai raisonnable, c'est vraiment laissé à l'appréciation du tribunal, mais ça va être justement pris, ça va être évalué en fonction justement de l'ancienneté de l'employé, le poste, le type de poste qu'il occupe et également la qualité des attentes faites à son égard. Enfin, la cinquième exigence, c'est de prévenir le salarié du risque qu'il encourt si c'est qu'il n'améliore pas son rendement ou si c'est s'il n'amende pas sa conduite. Donc, c'est tellement important à titre d'employeur de vous assurer que l'employé a été avisé que s'il n'atteint pas tel objectif, ben, son poste sera en péril ou il risque un congédiement. Dans certains cas, il y a une sixième exigence qui est parfois imposée par, par les tribunaux aux employeurs. C'est vraiment que l'employeur ait déployé tous les efforts raisonnables, pardon, pour affecter le salarié à un autre poste. Mettons dans le cas où l'employeur a, ben, c'est vraiment une grande corporation, il y a plusieurs départements, plusieurs postes. Ben, si l'employeur se rend compte que, mettons, l'employé qui a affecté dans un poste administratif, mettons, un commis administratif, puis qui a de la misère avec la rentrée des données, ben, il se rend compte peut-être que ce salarié pourrait mieux occuper un poste de technicien, mettons. Alors là, il peut rencontrer l'employé, discuter avec l'employé d'un nouveau plan d'affectation à ce poste de technicien et voir avec lui, négocier avec lui justement de nouvelles ententes, de nouvelles conditions. Bien évidemment, c'est un peu délicat parce que il ne faut pas que le poste proposé soit un poste moindre, c'est-à-dire que l'employé ait l'impression d'être rétrogradé. Donc, il faut trouver un poste un peu équivalent. C'est sûr que ça ne sera pas le même type de conditions. Mettons, si le poste de technicien est peut-être payé à 20 $ et que le poste administratif est 22 $, c'est correct, considérant que l'employé a certaines lacunes. Donc, c'est correct que ce poste-là puisse venir, pas combler ces lacunes, mais puisse combler justement euh, euh, les, euh, les attentes, non seulement les attentes de l'employeur, mais aussi empêcher à l'employé d'être congédié. Donc, il faut un poste assez équivalent dans les conditions de travail. Mais bien évidemment, il faut que ça fasse l'objet d'une discussion préalable, d'une entente préalable avec l'employé. L'employé ne peut pas décider unilatéralement de ben, je vais pas utiliser le terme rétrograder là, mais d'affecter un employé à un autre poste sans avoir avisé l'employé en question. Maître Imga, Oui, euh, j'ai deux questions qui seraient pertinentes en lien avec la section qu'on vient juste de couvrir. Donc, il y a une OK. personne qui demande, donc,
plus particulièrement en lien genre, avec le troisième critère, là, vous parlez de mettre en place un plan. Donc, ça se traduit souvent par la mise en place d'un plan d'amélioration de rendement. Donc, un participant demande, lorsqu'un employé va être en arrêt de travail pendant la période au cours de laquelle là, on a mis en place le plan d'amélioration de rendement, l'employeur peut-il prolonger la durée du plan d'amélioration de rendement qui avait été débuté de façon, en fait, précédant le départ de l'employé là, en absence, qui serait justifié là, dans ces circonstances-là? Excellente question. Très bonne question et merci aux participants de l'avoir posée. Effectivement, il serait conseillé à l'employeur de prolonger la période du plan. Pourquoi? Parce que, mettons, dans la mesure où, parce que selon le cas cité, l'employé est en arrêt de travail. Vous devez comprendre que lorsqu'un employé est en arrêt de travail, il ne peut pas se faire congédier. Sinon, ça ferait l'objet d'une pratique, d'une poursuite pour pratique interdite. Donc, considérant que l'employé n'est pas apte à poursuivre la formation ou le plan de formation à cause de son arrêt maladie, alors il serait judicieux pour l'employeur de prolonger ce plan-là pour éviter de mettre l'emploi de l'employé en péril. Parce qu'une fois rétabli, qu'il revient à son poste et que vous lui annoncez que bien, finalement, la période du plan de travail est échue et que malheureusement, il n'a pas rencontré les attentes attendues, puis malheureusement, il doit quitter son poste. À ce moment-là, vous venez d'ouvrir un super beau recours en pratique interdite. Donc, oui, je vous conseille, il serait recommandé dans le cas précis de prolonger le terme du plan de formation pour permettre aux salariés, une fois remis de sa maladie, de revenir en poste et de continuer ce plan de formation pour améliorer son rendement. Merci. La deuxième question, en Oui. fait, on demande si ces 5 critères-là doivent être également mis en place et respectés dans le cas d'un employé qui serait en période de probation. OK, super, belle question. La réponse est non. OK? Parce que la période de probation, là, c'est vraiment une période de test. Et en période de probation, à moins qu'il y ait un congédiement abusif ou fondé sur des motifs discriminatoires, l'employeur a encore le droit de congédier unilatéralement un employé en probation. Donc, l'employeur n'est pas tenu de fournir un plan d'amélioration à un employé en probation. Pendant la probation, c'est justement à l'employé de démontrer qu'il a les capacités nécessaires pour assurer les tâches de son poste. Donc, pendant la période de probation, malheureusement, bon, je ne vais pas dire malheureusement, là, l'employeur n'est pas tenu. Il peut le faire si, en effet, il voit le potentiel de l'employé et que l'employé vraiment démontre de belles aptitudes, mais il n'est pas tenu. Il n'est pas obligé, en fait. C'est bon? Super. Donc, parfait. Alors, dans le cadre, parce que là, on a vu, on a parlé du congédiement fondé sur l'incompétence. Maintenant, en matière de congédiement fondé sur une absence pour maladie précisément. Ici, l'un des arrêts de principe toujours, c'est l'arrêt Costco. Dans cet arrêt-là, toujours, le tribunal avait prescrit justement un test à 3 conditions. La Cour d'appel avait prescrit ce test-là pour guider les juges des tribunaux inférieurs ou des tribunaux administratifs dans leur jugement, dans leur décision face à un congédiement administratif lié à une absence pour maladie. Donc ici, le fardeau de preuve repose sur l'employeur. Donc l'employeur doit démontrer, selon la balance des probabilités, 3 éléments. Premier élément, il doit démontrer l'absentéisme chronique du salarié. Donc, on ne parle pas ici des absences sporadiques. On veut vraiment un absentéisme chronique, c'est-à-dire tellement régulier que l'employeur peut maintenant anticiper les jours d'absence de l'employé. Vous voyez? Donc, premier élément à démontrer, c'est cet absentéisme chronique-là. Deuxième élément, il doit démontrer que cet absentéisme-là produit un préjudice sérieux ou irrémédiable sur les résultats de l'entreprise.
ou sur la croissance de l'entreprise. Donc, mettons un employé qui n'est jamais à son poste et un poste stratégique, ben, à un moment donné, ben, ça peut agir sur la croissance du chiffre d'affaires. Ben, le chiffre d'affaires, au lieu de croître, il peut facilement décroître. Donc, si c'est que l'employeur est capable de démontrer le préjudice irrémédiable que cet absentéisme-là cause à son entreprise, ben, à ce moment-là, il peut avoir gain de cause s'il rencontre le dernier critère, c'est-à-dire démontrer, convaincre le tribunal que cette incapacité pour le salarié de fournir sa prestation normale de travail dans un avenir rapproché ne pourra pas changer. Donc, même après avoir congédié le salarié, mais même les mois à venir, les années à venir, il ne pourra pas changer. Sa situation, sa condition ne pourra pas changer parce que, mettons, cet employé-là fait face à un diagnostic d'une maladie, je ne veux pas prononcer le nom de maladie grave, mais d'une maladie chronique qui, malheureusement, le maintient dans un état où sa prestation de travail sera grandement affectée. Donc, une fois que les trois conditions sont démontrées, le juge maintenant sera justifié de maintenir le congédiement. Donc, il va malheureusement rejeter le recours de l'employé et il va maintenir la décision de congédiement de l'employeur. Dans certaines situations, le tribunal va vérifier si l'employeur s'est conformé à son obligation d'accommodement raisonnable lorsque le congédiement est lié à un motif de discrimination. Précisément, je vous prends le motif du handicap. Mettons un employé qui était bien portant, puis fait face à un accident qui malheureusement réduit sa mobilité, qui doit se déplacer maintenant en chaise, en fauteuil roulant et tout. Mais il faudrait pour l'employeur de démontrer au tribunal que j'ai fait certains accommodements, j'ai fait certaines améliorations dans mon usine pour permettre une facilité de mouvance à l'employé. Puis malgré ça, l'employé a la difficulté de se rendre sur les lieux de travail pour effectuer sa prestation. Donc, une fois que c'est démontré, à ce moment-là, ben, le tribunal sera convaincu par la balance de probabilité de maintenir le congédiement. Deuxième forme de congédiement, ce sera le congédiement dit disciplinaire. Le congédiement disciplinaire est totalement différent du congédiement administratif. La principale différence ici réside dans le fait que lorsqu'on est dans un cadre de congédiement disciplinaire, on est face à un comportement fautif. Donc, l'employeur fait face à un comportement fautif ou récalcitrant de son employé. Et ce comportement est tellement, tellement dérangeant pour l'employeur, c'est qui justifie la rupture du lien d'emploi. Alors, quelques exemples qui peuvent causer un congédiement disciplinaire. Mettons, un employeur fait face à cet employé qui manque à son obligation de loyauté. Qu'est-ce que ça veut dire principalement? Premièrement, vous comprenez que l'obligation de loyauté, c'est une obligation qui s'impose d'office à tous les employés, tant durant la validité du contrat de travail que même après la cessation du lien de travail, sur une période bien raisonnable, par exemple. Mais l'obligation de loyauté, une fois que vous êtes lié par contrat de travail avec un employé, vous avez l'obligation d'être loyal à cet employeur-là. Okay? Donc, dans certains cas, souvent, on rencontre des employés qui divulguent des secrets commerciaux de leur employeur à leurs concurrents. On a d'autres employés là, qui, pendant qu'ils sont à l'emploi de tel ou tel employeur, créent une entreprise à eux, concurrente à leur employeur. Ou on a d'autres employés qui utilisent les biens, le matériel de leur employeur à des fins personnelles. Ou encore, cet employé-là qui médit de son employeur à l'extérieur ou qui critique, qui diffame son employeur. Ça, ce sont les exemples de manquement au devoir de loyauté. Un autre exemple qui peut amener à un congédiement disciplinaire, c'est l'insoumission. L'insoumission ou l'insubordination d'un employé. Un employé qui est difficile, tellement difficile, récalcitrant, rebelle, qui ne suit pas, qui critique ouvertement le pouvoir de gestion et de direction de son employeur, qui remet en question toutes les politiques de l'employeur, à un moment donné pourra faire face à un congédiement disciplinaire. Un employé qui fait preuve de violence, violence verbale, violence physique envers ses collègues, harcèlement psychologique, gestes inappropriés, insultes, engueulades et tout, mais des comportements
répréhensible en milieu de travail pourra justement ouvrir un pas vers un congédiement disciplinaire. Et enfin, en cas de vol, de fraude ou de malhonnêteté d'un employé, l'employeur pourrait être justifié de prononcer un congédiement disciplinaire. Ce qui est particulier avec le congédiement disciplinaire, c'est que malgré tout ça, malgré toutes ces fautes, le législateur préconise que si la faute n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture abrupte du lien d'emploi, l'employeur doit faire bénéficier à l'employé de la gradation des sanctions. Le principe avec la gradation des sanctions, c'est qu'il ben, faut que l'employé ait le temps ou l'opportunité d'amender sa conduite ou d'améliorer sa conduite. Donc, mettons, face à un employé qui manque à son devoir de loyauté ou qui fait preuve de gestes violents et tout, l'employeur peut commencer par un avertissement. Et si il y a récidive, il peut continuer avec une suspension, avec solde, suspension sans solde, et enfin procéder au congédiement si malgré toutes ces sanctions administratives-là, il n'y a pas amélioration. OK? Comme je vous dis, gardez en tête que pour le législateur, le congédiement est une sanction fatale, beaucoup trop grave. Donc, avant d'arriver à un congédiement disciplinaire proprement dit, il faut que l'employeur ait donné l'occasion à l'employé d'amender sa conduite. Troisième forme de congédiement, c'est le congédiement mixte. On ne va pas trop en parler parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le congédiement mixte? C'est qu'avant 2004, bien évidemment, avant 2004, les tribunaux s'attelait beaucoup, lorsqu'ils avaient un dossier de congédiement en face d'eux, ils s'attelaient beaucoup à distinguer la nature du congédiement. Est-ce que c'est un congédiement disciplinaire ou un congédiement administratif? Est-ce que c'est un congédiement fondé sur une faute ou un congédiement basé sur le droit de gérance de l'entreprise? Il prenait beaucoup trop de temps à faire ces distinctions-là. Donc, en 2004, l'arrêt Alberta, pardon, la Cour suprême est venue ici diminuer grandement l'importance de faire cette distinction-là. La Cour suprême a donc rappelé les tribunaux inférieurs sur l'élément essentiel à prendre en considération face à un congédiement. Donc, ici, la Cour dit, lorsque un juge est devant un dossier, un cas de congédiement, il doit plutôt s'assurer que l'employé a clairement été avisé que son emploi était en jeu et qu'il risquerait un congédiement s'il ne corrigeait pas sa conduite ou améliorait ses lacunes. Donc, c'est ça l'élément essentiel. Il faut que l'employé ait eu le temps d'être avisé de ses lacunes et de s'améliorer. C'est ça l'élément essentiel qui doit être pris en considération par les tribunaux et non plus la mixité du congédiement. Bien entendu, aujourd'hui, toujours devant les tribunaux, ben, il y a nombreux litiges fondés sur le congédiement sont mixtes. Mais comme je vous dis, depuis 2004, l'essentiel est plutôt basé sur la connaissance de l'employé, de ses lacunes et non plus vraiment sur la mixité du congédiement. Enfin, le congédiement déguisé. Le congédiement déguisé, là, c'est lui qui est le plus courant. Et comme son nom le dit, ben, il est déguisé, ça veut dire qu'il n'est pas apparent. C'est un congédiement qui n'est pas apparent, qui est caché, qui n'est pas formel. Alors, euh, ce type de congédiement est imposé souvent, bien, très souvent, lorsque l'employeur utilise des manœuvres malhonnêtes, si je peux dire, pour pousser l'employé, pardon, à remettre sa démission, pousser l'employé à la porte. Comment est-ce qu'il fait dans la pratique? Clairement, plusieurs employeurs vont alimenter ou créer un climat toxique, un climat dans lequel l'employé ne se sentira plus valorisé, un climat dans lequel les droits fondamentaux de l'employé seront piétinés. Parce que dans ce type de climat-là, pardon, aucun employé ne voudra continuer à rendre une prestation de travail conforme. Alors, la seule solution qu'il aura, c'est de rendre sa démission et claquer la porte. Bon, par exemple,
Un employé qui se fait tout le temps harceler par son collègue voisin, tout le temps harcelé, qui se fait dire des mots qui ne sont pas drôles, mais à caractère discriminatoire. Et cet employé-là va porter à la connaissance de l'employeur la situation. Et de façon répétitive, malgré toute cette dénonciation de l'employé, l'employeur ne prend pas des mesures concrètes pour faire cesser cet harcèlement ou cette intimidation. Alors, à un moment donné, l'employé va rendre sa démission et partir. Alors, face à ce type de cas, le tribunal va juger qu'il en fait, il s'agit d'un congédiement déguisé. Pourquoi? Parce que l'employeur qui avait connaissance de la situation d'intimidation ou de harcèlement n'a pas pris les moyens nécessaires pour faire cesser cet harcèlement et donner justement à l'employé un milieu de travail sain. Alors, le juge va inférer l'approbation ou le complot de l'employeur avec les employés intimidants ou harcelants. Le tout justement pour pousser l'employé à remettre sa démission et à quitter l'entreprise. Une autre façon de pousser l'employé à remettre sa démission, c'est lorsque l'employeur modifie substantiellement les conditions de travail. Ça veut dire quoi? Lorsque vous signez un contrat de travail, vous négociez et signez un contrat de travail avec votre employeur, vous devez comprendre que ces conditions-là sont figées, en fait. Il y a un statu quo jusqu'à ce qu'après nouvelle discussion avec votre employeur, il y ait modification. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une fois que le contrat est signé, il ne peut plus avoir une modification unilatérale. Donc, si vous avez négocié pour 40 heures de travail, alors votre employeur, à un moment donné, ne peut pas diminuer vos heures à 30 heures sans vous en parler, sans discuter avec vous. Donc, la modification unilatérale ne pourra pas être effective parce qu'elle pourrait être traduite ici comme étant un congédiement déguisé. Donc, si votre employeur du jour au lendemain vous annonce qu'on va réduire votre salaire, vous passez de 30 dollars à 25 dollars, de 30 dollars à 20 dollars, c'est une modification substantielle. Si on change vos horaires, si avant vous étiez du quart de jour et puis du jour au lendemain on vous met du quart de nuit alors que vous venez d'accueillir un nouveau-né, ben, c'est une modification substantielle qui aura pour effet de rendre votre démission. Et à ce moment-là, ben, le tribunal pourra, bien évidemment, avec d'autres éléments, juger qu'il ben, s'agit peut-être potentiellement d'un congédiement déguisé. Alors, en matière de congédiement déguisé, l'arrêt phare, c'est l'arrêt Farber contre compagnie Trust Royal. Donc, c'est l'arrêt de principe. Un arrêt rendu en 97 par la Cour suprême, dans lequel la Cour suprême venait ici établir le fardeau de preuve des employeurs. OK? Donc, dans cette décision, la Cour suprême a tranché que lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande de congédiement déguisé, ce tribunal doit d'abord déterminer si la modification unilatérale imposée par l'employeur constituait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de l'employé. Quand on parle de modification substantielle pardon, il s'agit d'une modification importante, tellement importante qu'elle dénature en fait le contrat signé. Et quand on parle des éléments essentiels, ce sont les éléments sur lesquels chaque employé vise euh, pour pouvoir comment je peux dire, pour pouvoir justement planifier une vie financière assez considérable ou une vie personnelle équilibrée. Donc, dans ces conditions essentielles, on parle de l'horaire. Parce que, mettons, si vous venez d'accueillir un bébé, là, c'est sûr que vous ne voulez pas travailler la nuit, vous voulez plus travailler de jour. Donc, l'horaire de travail est une condition essentielle. Le salaire également est une condition essentielle. Puis, les tâches de votre poste également. Si c'est que votre tâche était plus administrative et puis du jour au lendemain, on vous ajoute des tâches de direction sans vous donner justement une promotion, ben, c'est une modification essentielle. Donc, le juge va analyser si cette modification-là touche substantiellement ces éléments essentiels. Ensuite, le juge, la Cour suprême poursuit en disant que le juge doit se demander si au moment de l'offre, donc au moment où l'offre d'emploi a été faite, une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que l'employé congédié aurait considéré qu'il s'agit d'une modification substantielle des conditions essentielles de son contrat de travail. Donc ici, le tribunal vient ici établir le critère
le critère objectif de la personne raisonnable. Toute personne raisonnable qui vient de se faire congédier de façon déguisée, est-ce que cette personne-là aurait jugé que ben, la modification qu'il vient de faire est une modification tellement importante que au moment de la signature du contrat, si l'employeur m'avait présenté la situation telle qu'elle, je n'aurais jamais accepté. Okay? Est-ce que cette personne aurait accepté de signer un contrat avec 30 heures de travail à 20 dollars de l'heure? Oui ou non? Donc, c'est le critère de la personne raisonnable qui va ici être le baromètre du tribunal. Donc, dans le cadre où, justement, après tout ça, l'employé finit par remettre sa démission, malheureusement, ici, le tribunal, bon, bien évidemment, sous l'égide des plaidoiries de l'avocat de l'employé, le tribunal sera en mesure de considérer que, bien, en fait, il ne s'agissait pas d'une véritable démission, mais plutôt d'un congédiement déguisé. Alors, nous tombons à la deuxième partie de notre présentation. Je vais un peu aller plus rapidement parce que le temps me fait défaut. En ce qui concerne le licenciement, première chose, le licenciement est totalement différent du congédiement. Pourquoi? Principalement parce que le licenciement est une décision administrative, économique ou organisationnelle de l'entreprise ou de l'employeur. C'est une décision prise par l'employeur de licencier ou de rompre le lien d'emploi pour pouvoir maintenir sa structure à flot ou sa structure très loin de la faillite. Okay? Donc, dans certains cas, pour éviter certaines faillites, l'employeur est obligé de procéder à une réorganisation ou une restructuration interne de son entreprise. Et malheureusement, cette réorganisation-là peut entraîner justement des coupures budgétaires, des coupures de postes et ouvrir la voie à certains licenciements. Donc, quand on est dans un cadre de licenciement, l'employeur n'a plus besoin de l'employé, n'a plus besoin de la prestation de travail. Donc, le poste est aboli. Tandis que lorsqu'on est dans le congédiement, l'employeur a toujours besoin de la prestation de travail, mais il n'a juste plus besoin que cette prestation soit donnée par tel ou tel employé. C'est nettement ça la principale différence. Par des licenciements, là, l'employeur n'a plus besoin de la prestation de travail parce que le poste va peut-être être aboli. Et en matière de licenciement, justement, ce qui fait sa particularité aussi, c'est que il n'y a pas besoin de faute. L'employeur ne recherche pas nécessairement la faute de l'employé. Donc, l'employé n'a pas eu un comportement fautif, un comportement répréhensif qui justifie son licenciement. Non, pas du tout. C'est vraiment une décision prise unilatéralement par l'employeur, basée justement sur des considérations économiques ou organisationnelles de son entreprise. Bien évidemment, lorsqu'on est un employé est face à un licenciement, l'employeur n'est pas exempt de respecter certaines obligations législatives, principalement en matière de préavis ou d'indemnité. Donc, il faut que l'employeur transmette un préavis respectant les délais prévus à l'article 82 de la loi sur les normes du travail et ou sinon, s'il ne donne pas cet avis, qu'il paye des indemnités équivalentes. Alors, l'arrêt Cloutier, c'est l'arrêt de principe en matière de licenciement. C'est cet arrêt-là, en 2005, dans lequel la Cour d'appel du Québec a défini de façon très simple ce qu'est le licenciement. Donc, selon la Cour d'appel, le licenciement est une rupture complète du lien d'emploi pour des raisons qui ne sont pas imputables aux salariés. Vous vous rappelez, dans le congédiement, les raisons globalement, en matière de congédiement, les raisons de ce congédiement-là sont basées sur des motifs ou des considérations propres ou personnelles à l'employé. Alors que tandis que, en matière de licenciement, ben, les motifs de rupture du lien d'emploi ne sont pratiquement ou principalement pas imputables aux salariés. Donc, il ne s'agit pas d'une considération personnelle aux salariés, mais plutôt d'une décision de gérance ou de direction de l'employeur. Dans la décision Lavoie, c'est une décision qui a été rendue récemment par la Cour d'appel, par le tribunal administratif du travail. C'est en cet arrêt-là, le tribunal rappelait le fardeau de preuve des employés, de l'employeur lorsqu'il est poursuivi pour licenciement abusif. Donc,
Ici, tout le fardeau repose sur l'employeur. Donc, il s'agit pour l'employeur de démontrer au tribunal par balance de probabilité que la rupture d'emploi résulte en fait d'un motif économique ou organisationnel. Donc, il ne s'agit pas de critères subjectifs à l'employé, mais plutôt organisationnels. Et pour pour se décharger de ce fardeau de preuve-là, l'employeur peut peut-être produire en pièces ses états financiers, démontrant la décroissance de son chiffre d'affaires au fil des années. Il pourra aussi soumettre en preuve, mettons, un nouvel organigramme, une nouvelle structure de l'entreprise, de son entreprise qu'il prévoit justement mettre ou qu'il a déjà mis en place depuis le licenciement. Donc, ce sont les types de preuves et il pourra faire témoigner aussi certains cas de son entreprise qui viendront aiguiller ici le tribunal sur euh, l'opportunité de couper, de licencier tel ou tel personnel pour pouvoir maintenir l'entreprise toujours en fonction. Malheureusement, si c'est que l'employeur ne réussit pas à convaincre le tribunal de... non, pardon. Si l'employeur réussit justement à rencontrer son fardeau de preuve et à démontrer au tribunal que il s'agit réellement, le licenciement est fondé sur des considérations économiques et organisationnelles, à ce moment-là, le fardeau de preuve est transféré sur les épaules de l'employé. Donc, vu que c'est l'employé qui a logé le recours, il faut qu'il demande maintenant au tribunal que, en fait, monsieur le juge, les motifs économiques cachent ou sous-tendent plutôt des critères de sélection partiaux, illicites ou discriminatoires. Mettons, monsieur le juge, moi je suis d'origine X et l'autre est d'origine X. Moi j'ai plus d'ancienneté que tel, mais c'est moi qui me suis fait licencier. Pourquoi? Alors que j'ai plus d'ancienneté et plus de compétences dans le poste. Pourquoi c'est mon poste qui a été coupé? Donc, en tout cas, ce sera à vous ou à votre avocat d'argumenter justement sur les motifs illicites et illégaux euh, qui cachent le licenciement. Alors, le principe est très simple et les tribunaux l'ont très bien rappelé à plusieurs reprises. Un employeur ne peut pas utiliser le prétexte de licenciement pour se débarrasser d'un salarié indésirable ou d'un salarié pas très bien apprécié. Donc, si vous avez, et je vous dis, j'en ai vu des cas justement où l'employeur annonçait, annonçait à un employé la coupure de son poste, prétextant que le gérant ou le cadre auquel cet employé était rattaché allait prendre sa retraite. Mais il s'agissait en fait d'un prétexte pour rompre le lien de travail avec cet employé-là. J'en ai vu, c'est un dossier justement que j'ai défendu devant le tribunal administratif de travail et c'était un cas de licenciement abusif tellement flagrant. On dirait que c'est seulement l'employeur qui n'avait pas vu que ce licenciement était purement abusif. Mais bref, donc, vous ne pouvez pas utiliser des prétextes. Vous ne pouvez pas utiliser certaines manœuvres malhonnêtes pour vous débarrasser d'un employé justifiant le licenciement. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, voici, selon la jurisprudence, il y a quelques motifs qui peuvent justement soutenir la décision de licencier un employé. Donc, lorsqu'un employeur, après une évaluation stratégique de sa structure, décide qu'il y a des abolitions de postes ou des fermetures de départements qui doivent se faire, ces motifs-là pourraient justement soutenir sa décision de licencier, mais bien évidemment, il doit documenter tout son processus en cas de poursuite judiciaire qui puisse faire une preuve prépondérante. En cas de restructuration interne visant à réduire les coûts, donc si malheureusement l'employeur croule sur des difficultés financières et qu'il ne réussit plus à rencontrer ses obligations, il faudra malheureusement qu'il procède à une restructuration interne de son entreprise. Ça pourrait justement justifier le licenciement. Donc, s'il a une baisse de revenus ou une perte considérable de certains gros contrats avec des partenaires ou des clients, ça pourrait également justifier le licenciement.
Licenciement collectif est très différent du licenciement individuel. Ce licenciement, si lui, il est défini par l'article 84.0.1 de la loi sur les normes du travail. C'est un licenciement qui touche au moins 10 personnes salariées dans un même établissement au cours d'une période de 2 mois consécutifs. Donc, bien évidemment, lorsqu'un employeur doit faire face à ce type de licenciement, il y a des conditions. Il y a des conditions qui sont prévues à l'article 84.0.4, soit la condition de donner un avis de licenciement au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et cet avis doit être donné dans certains délais bien précis. Donc, lorsque l'employeur veut licencier un nombre inclus entre 10 et 100 salariés, il doit donner un avis ou un préavis de 8 semaines. Lorsque le nombre est égal à 100, mais inférieur à 300, l'avis doit être donné dans un délai de 12 semaines. Et lorsque le licenciement touche un nombre de salariés égal à 300 salariés, ben, l'avis doit être donné dans un délai de 16 semaines. Excellent. Je m'excuse si je file un petit peu parce que le temps me fait défaut. Donc, une fois que vous avez réussi à qualifier la rupture de votre emploi, donc si vous avez déterminé qu'il s'agit d'un congédiement ou d'un licenciement, si vous avez déterminé c'est quoi les recours, non, non, pardon, pas les recours, mais une fois que justement toute cette qualification a été faite, il s'agira pour vous de déterminer c'est quoi les recours qui s'ouvrent à vous, les recours législatifs qui s'ouvrent à vous, et c'est quoi vos droits également par ricochet. Donc, pour cette section, ce que vous devez retenir, c'est que le choix de votre recours dépend essentiellement de 3 facteurs. Donc, votre statut de salarié, votre ancienneté et le contexte du congédiement ou du licenciement. Donc, quand on parle de statut de salarié, on parle principalement de savoir si l'employé est considéré comme un salarié au sens de la loi sur les normes du travail, c'est-à-dire au sens de son article 2, ou s'il est considéré comme un cadre supérieur, parce que les deux statuts ne donnent pas ouverture au même recours. Deuxièmement, vous devez déterminer votre ancienneté. Est-ce que ça fait combien de temps que vous êtes à cet emploi? Ça fait 3 mois, vous avez passé déjà la période de privation. Est-ce que ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 5, ça fait 10 ans? Donc, vous devez déterminer l'ancienneté que vous avez cumulée. Et enfin, le contexte du congédiement. Est-ce que c'est un congédiement qui s'est fait dans le cadre administratif ou disciplinaire, etc. Une fois que ces 3 facteurs sont rencontrés, vous devez maintenant déterminer quel est le tribunal compétent pour entendre votre recours. Généralement, le tribunal administratif du travail est le tribunal compétent pour entendre les recours administratifs, les recours en matière de droit du travail. Donc, tout ce qui touche au droit du travail, généralement, les recours vont être logés devant le tribunal administratif du travail à certaines conditions. Donc, premièrement, vous devez être un salarié, bien évidemment. Vous devez répondre à la définition des salariés au sens de la loi sur les normes du travail. Vous devez cumuler au moins 2 ans de service continu et vous devez être congédié sans cause juste et suffisante. Donc, vous devez faire l'objet d'un congédiement abusif. Une fois que vous avez déterminé avec votre avocat ou tout seul que vous rencontrez ces critères-là, alors vous pouvez déposer votre plainte à la CNSST, à la commission. Vous allez sur le site en ligne, vous rédigez votre plainte. C'est un formulaire, c'est vraiment très simple. Vous rédigez votre plainte, puis vous la soumettez. Puis après, un agent de la commission va entrer en contact avec vous pour procéder maintenant à l'enquête. C'est une procédure qui est vraiment accessible et gratuite. Ce qui est bien avec cette procédure, c'est que ben, justement, elle est gratuite, donc elle vous exempte de certains frais, donc comme les frais d'honoraires d'avocat. D'un autre côté, si vous êtes syndiqué, si vous faites partie, si vous êtes employé faisant partie d'un syndicat, alors le tribunal administratif du travail ne sera pas compétent pour entendre votre litige, ce sera plutôt l'arbitre de grief. Donc, vous devez déposer un grief. Ce n'est pas vous personnellement qui devez le faire, c'est votre syndicat qui devra déposer un grief devant un arbitre. Et ce qui est aussi bien avec cette voie, tant l'arbitrage de grief que le recours passant par la commission, la CNSST, c'est qu'il y a toujours une possibilité de conciliation ou de médiation. Donc, vous n'êtes pas toujours forcé de vous rendre devant
le juge pour plaider votre cause. Et c'est même très souvent encouragé de participer, de saisir l'occasion de régler votre dossier par le biais de la conciliation ou de la médiation. Par ailleurs, si vous n'êtes pas un salarié au sens du code, au sens de la loi sur le nombre de travail, et que vous répondez plutôt à la définition de cadre supérieur, alors à ce moment-là, vous pourrez avoir un recours devant les tribunaux de droit commun. Les tribunaux de droit commun ici sont essentiellement la Cour du Québec et la Cour supérieure. Donc, votre recours sera introduit devant la Cour supérieure si le montant en litige que vous réclamez est égal ou supérieur à 75 000 $. Et si ce montant en litige est inférieur à 75 000 $, ce sera plutôt la Cour du Québec qui sera compétente. C'est une nouvelle disposition qui est entrée en vigueur le 30 juin 2023, je crois. 2023, oui. Parce qu'avant, le seuil, la compétence d'attribution de ces deux tribunaux-là était à 85 000 $. Plus de 85 000, le recours était devant la Cour supérieure et moins de 85 000, c'était à la Cour du Québec. Donc maintenant, le montant a un petit peu baissé. Donc, si vous êtes un salarié, un salarié au sens de la loi sur le nombre du travail, mais que vous n'avez pas cumulé 2 ans de service continu, alors vous pourrez avoir un recours devant l'un ou l'autre de ces deux tribunaux. Si vous êtes un cadre supérieur également, vous aurez d'office un recours devant l'un ou l'autre de ces tribunaux, eu égard au montant que vous réclamez également. Souvent aussi, vous pouvez être un salarié, mais à contrat déterminé. Si vous avez un contrat de 10 mois et qu'il a été résilié abusivement, unilatéralement et abusivement par votre employeur, ben, vous pourrez avoir un recours devant ces tribunaux-là pour obtenir justement compensation ou dommages et intérêts. Alors, lorsque vous avez déterminé que vous faites face à un congédiement abusif, donc un congédiement fait sans cause juste et suffisante, le recours le plus approprié est celui fondé sur l'article 124 qui vient ici protéger l'emploi de tout salarié qui cumule au moins 2 ans de service continu dans la même entreprise. Alors, les conditions d'ouverture sont très simples. Vous, à titre d'employé, lorsque vous logez votre recours devant un tribunal, vous devez démontrer 3 choses au tribunal. Premièrement, vous devez faire la preuve de votre service continu. Le service continu ici, c'est la période de travail, la durée de travail ininterrompue pendant laquelle vous avez été lié à votre employeur. Donc, une fois que vous démontrez ce service continu-là, vous allez, donc, pour que le service continu soit complètement prouvé, vous allez démontrer au tribunal que ben, ce service-là, mettons, ces 2 ans que vous avez passé dans cette entreprise, vous allez sortir vos fiches de paye, par exemple. Vous allez prouver avec vos fiches de paye ou d'autres documents qui ont été produits, qui vous ont été délivrés par votre employeur tout au long de la relation. Donc, vous allez sortir ces documents-là pour prouver justement le service continu et les années de service continu que vous avez fournis à cet employeur. Deuxièmement, vous devez démontrer le congédiement. Donc, vous devez convaincre le tribunal que votre congédiement respecte les conditions de l'article 124. Et enfin, vous devez démontrer que, ben, en dehors de ce recours sur l'article 124, il n'y a pas un autre recours prescrit par la loi en dehors d'un recours en dommages et intérêts. Donc, une fois que ces 3 conditions sont respectées, alors vous pouvez poursuivre avec votre recours fondé sur l'article 124. C'est aussi important, une fois que vous avez le recours, c'est important de suivre la procédure. Et en matière de poursuite devant les tribunaux administratifs, les délais sont très, très, très importants à respecter parce que ce sont des délais de rigueur. Donc, une fois que vous avez déterminé que vous faites l'objet d'un congédiement abusif et que toutes les 3 conditions d'ouverture sont respectées, vous devez immédiatement déposer une plainte écrite à la Commission des normes du travail ou directement le déposer au tribunal administratif du travail. C'est l'un ou l'autre. OK? Et vous devez le faire dans un délai de 45 jours de la date du congédiement. Et je le dis très bien, c'est un délai de rigueur. Si vous soumettez votre plainte le 46e jour, vous allez vous faire opposer une fin de non-recevoir par la commission. OK? Donc, le délai commence à courir tout de suite au moment où
la cessation est effective. Parce que dans certains cas, l'employeur va suspendre l'employé pour faire une enquête. Donc, le délai ne commence pas au moment de la suspension. Le délai commence au moment où l'employeur vous confirme la rupture de votre lien d'emploi. Et bien évidemment, toujours, on encourage fortement les parties à communiquer par le biais d'une médiation, d'une conciliation pour régler leur litige. Une fois que vous êtes devant le tribunal, que vous avez introduit votre recours, vous avez fait la preuve que le tribunal est compétent pour entendre votre recours, vous avez fait la preuve que vous avez été congédié abusivement, vous avez prouvé les conditions d'ouverture. À ce moment, en fin de compte, vous devez demander une réparation au tribunal. Alors, la loi prévoit 3 types ou 4 types de réparation qui sont souvent jumelés. On parle ici le droit à la réintégration. Donc, le tribunal, une fois qu'il est convaincu que le congédiement ou le licenciement était abusif, il peut ordonner la réintégration de l'employé à son poste, sous certaines réserves. Parce qu'il y a des situations où le lien de confiance entre l'employeur et l'employé est irrémédiablement brisé. Il y a des situations où, mettons, l'employé a peut-être fait face à du harcèlement sexuel et qu'il ne veut pas retourner dans ce milieu de travail-là. À ce moment, le tribunal ne peut pas obliger la réintégration. Donc, la réintégration est ordonnée uniquement quand c'est possible. Donc, dans la mesure où la réintégration est impossible, alors le tribunal va ordonner une compensation financière. Donc, il va ordonner un certain montant à payer par l'employeur. Généralement, ce montant est déterminé par le salaire qu'aurait dû gagner l'employé s'il n'avait pas été congédié ou licencié. Dans d'autres cas, même avec la réintégration, une fois que la réintégration est prononcée, il peut être cumulé à des dommages moraux ou des dommages punitifs. Donc, dans le cas où, mettons, le congédiement ou le licenciement a causé des troubles, pas des troubles, mais une détresse psychologique à l'employé, ben, il pourra être éligible à réclamer des dommages moraux. Ou dans un cas, ou dans l'éventualité où le congédiement ou le licenciement s'est fait de façon discriminatoire ou a été prononcé sur des considérations discriminatoires, à ce moment, l'employé pourra aussi être euh, dédommagé par le biais des dommages punitifs. Les dommages punitifs sont souvent très élevés. Donc, c'est important, chers employeurs, de faire attention à ne pas congédier, congédier votre employé ou le licencier sur des considérations discriminatoires, donc des considérations fondées sur l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'ethnie, la nationalité. Donc, l'un ou l'autre des 9 motifs de discrimination prohibés. Donc, faites attention de ne pas tomber dans ce travers parce que je vous dis, je vous promets, les dommages punitifs sont très élevés parce qu'ils touchent, ce sont des dommages qui ont une vocation de contraindre, de contraindre les autres employeurs de poser la même action répréhensible. Donc, le but de ces dommages-là, c'est de dissuader justement le public de poser ces actes répréhensibles. Donc, faites très attention. Alors, quelques Maître conseils. Mila, juste vous avez dit qu'il reste 9 minutes à la présentation, donc Oui, justement, j'ai faire des terminé questions. en 3 minutes. Parfait. Alors, quelques conseils que je prévois pour les salariés principalement, c'est ne jamais signer sous la pression. Généralement, la fin d'emploi, souvent, est précédée par ce qu'on appelle une transaction dans laquelle l'employeur promet un certain montant à l'employé si c'est qu'il signe dans un délai bien précis. Donc, signez jamais sous pression, consultez un avocat. Demandez toujours les motifs de congédiement par écrit. Vous devez constituer votre preuve en cas de recours judiciaire. Gardez toujours une copie de toutes les communications, tous les avertissements, toutes les suspensions. Constituez votre dossier. Consultez un avocat et bien évidemment, préparez un CV à jour parce que vous avez l'obligation de mitiger vos dommages ou de minimiser vos dommages. Ce n'est pas parce que vous avez été congédié et que vous avez logé un recours que vous allez croiser les bras chez vous en attendant que le tribunal entende votre cause. Vous devez absolument vous activer à chercher un nouvel emploi. Alors, pour les employeurs, il y a 3 erreurs que vous devez éviter. Ces 3 erreurs-là peuvent être fatales pour vous. Donc, lorsque vous voulez congédier un employé,
vous devez d'abord consulter le dossier disciplinaire. Si c'est que cet employé-là n'a aucun dossier disciplinaire ou un dossier disciplinaire vierge, ben, vous devez faire attention de procéder à son congédiement, surtout si c'est que vous ne procédez pas à la gradation des sanctions. Donc, le congédiement aussi doit être une mesure prise de façon réfléchie et non active. Et enfin, ben, si vous n'avez pas réellement de motif ou si vous voulez vous débarrasser d'un employé, je vous le déconseille fortement parce que lorsque le juge va analyser la cause de l'employé et va se rendre compte qu'il n'y avait pas de réel motif de congédiement, les dommages et intérêts seront quand même assez conséquents pour vous. Alors, ça met fin à ma présentation. Je sais que je suis allée un peu rapidement, mais bien évidemment, j'avais un délai imparti et je dis toujours que c'est une vraie pénitence que de demander à un avocat de faire une présentation dans un délai bien précis. On a tellement de choses à dire et on aime bien ça, j'en dis. Donc, j'espère que les quelques petites informations vous seront profitables. Et il nous reste, je pense, Maître Lafontaine, 7 minutes pour quelques questions. En effet. Donc, on va y aller un peu en rafale. Donc, quelqu'un demande c'est quoi le délai d'une période de probation qui peut être imposée à un employé? Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. Quelle est la période de probation, donc la durée d'une période de probation qui peut être imposée à un employé? Dans la pratique, c'est 3 mois. Mais si vous êtes employé, mettons si vous êtes un cadre supérieur, le délai de 3 mois ne s'applique pas. OK? Donc, généralement, si vous êtes un salarié au sens de la loi, c'est 3 mois qui est alloué pour une bonne période de probation. Mais si vous êtes cadre supérieur dans une entreprise, la période de probation peut s'étirer à 6 ou à 8 mois, dépendamment de l'importance du poste que vous allez occuper. Ensuite, toujours en lien avec la période de probation, est-ce qu'un employeur peut prolonger une période de probation? Et si oui, quand est-ce que cette modalité-là doit être annoncée à l'employé? Oui, en effet, c'est un pouvoir discrétionnaire à l'employeur. Donc, oui, il peut prolonger cette période de probation, mais bien évidemment, avec discussion préalable à l'employé. Il n'y a pas, la loi ne fixe pas, ne prescrit pas un délai. La loi n'oblige même pas déjà la prolongation, puis ne peut même pas fixer un délai pour discuter avec l'employé. Donc, il s'agit vraiment d'un consensus entre les deux parties pour temps prolonger et donner un avis dans un délai prescrit. Sur le sujet du congédiement déguisé, est-ce que la modification d'un titre d'emploi pourrait constituer une modification majeure? La modification d'un titre. Oui, en effet, en effet. Si vous êtes employé à titre de gestionnaire, non, ça c'est le cas supérieur. Mettons, si vous êtes employé comme... c'est quoi le titre que je peux prendre? Technicien, mettons, technicien juridique. Puis du jour au lendemain, vous êtes commis à la recherche juridique, mettons. Vous quittez des techniciennes à commis à la recherche juridique. Bien évidemment, changement de ce poste est un changement essentiel et majeur parce que du poste découlent des tâches différentes et potentiellement un salaire différent. OK? Donc, n'oubliez pas que quand vous occupez un poste, vous avez pour intention de gravir les échelons dans la société dans laquelle vous êtes. Donc, si on change votre poste pour qu'il soit moindre, ben, ça vous fait encore des étapes considérables à gravir pour atteindre le sommet de la pyramide. Donc, oui, le changement de l'appellation du poste peut être considéré comme une modification majeure sur un élément essentiel. Ensuite, en lien avec la durée d'un préavis, donc quelqu'un demande est-ce qu'il y a une règle qui stipule la durée d'un préavis à laquelle un employé aurait droit lors d'une fin d'emploi basée sur motif de performance? Oui, ben, l'article 82 de la loi sur les normes du travail prescrit ici, de façon générale, les préavis que l'employeur doit donner à un l'employeur doit donner à un employé avant de rendre. Donc, lorsque l'employé cumule moins d'1 an du service continu, il aura droit à un préavis d'1 semaine.
Lorsque l'employé cumule entre 1 an et 5 ans, il aura droit à 2 semaines. Et s'il cumule entre 5 et 10 ans, il aura droit à 4 semaines. Et dans l'éventualité où il cumule plus de 10 ans, il aura droit à 8 semaines. Ça, c'est de façon générale. Mais maintenant, de façon précise, vu que l'intervenant rajoute l'élément d'incompétence, ici, le préavis je le dis sous réserve, hein, je n'ai pas encore plaidé ce type, mais le préavis ne serait pas utile. OK? Tout ce qui serait utile ici, ce serait pour l'employeur de mettre à profit un plan de formation pour, pour comment je peux dire, pour améliorer les compétences de l'employé. Mais si c'est que l'employé, malheureusement, n'est toujours pas assez compétent, ben, ça pourrait justifier une rupture immédiate. Généralement, dans ce cas, vu que l'incompétence est toujours présente, l'employeur ne va pas prendre le risque de le maintenir en poste pendant 8 semaines. L'employeur va lui donner plutôt l'équivalent, l'indemnité en équivalence de 8 semaines. Vous voyez? Donc, dans ce cas, donner 4 semaines, 3 semaines, ça ne serait pas utile. Ce ne serait même pas une bonne stratégie pour l'employeur. Donc, l'employeur va juste payer une indemnité équivalente à ce nombre de services continus pour rompre de façon légale le lien d'emploi. Pour revenir avec au sujet des offres de fin d'emploi et des transactions qui peuvent être signées à ce moment-là, lorsque c'est offert par l'employeur, quelqu'un demande c'est quoi le délai de réflexion qui devrait être donné par un employeur avant que l'employé donne sa réponse. Il n'y a pas vraiment un délai prescrit par la loi. OK? C'est vraiment la discrétion de l'employeur. Ici, il s'agit d'une décision de direction de l'employeur. L'employeur veut faire pression sur l'employé en lui donnant 1 semaine ou 2 semaines, mais c'est son droit. Il y a pas vraiment un délai légal prescrit par la loi, malheureusement. C'est vraiment une décision discrétionnaire de l'employeur. Puis peut-être une dernière question, quelqu'un demandait de repréciser dans le cadre là, du dépôt d'une plainte pour congédiement abusif, donc dans tous les types de congédiements. Qu'est-ce qui se passe si on arrive au 46e jour? Est-ce qu'on peut toujours déposer notre recours? Si vous arrivez au 46e jour, vous ne pouvez plus déposer le recours par la commission ou le tribunal d'administration du travail parce que le délai est de rigueur pour s'adresser à ce tribunal ou à cet organisme-là. Mais néanmoins, vous pourrez entreprendre le recours devant les tribunaux de droit commun, dans la Cour du Québec ou la Cour supérieure, parce que devant les tribunaux de droit commun, la prescription est de 3 ans. Donc, vous avez 3 ans pour poursuivre. Mais quand même, je vous le dis sous réserve, ça se peut que l'avocat en face allègue que ben, le tribunal n'est pas compétent, mais la Cour supérieure est toujours compétente, malheureusement. Mais ça se peut quand même qu'il y ait ce débat-là et que c'est le tribunal administratif du travail qui soit compétent, mais il a passé le 45 jours, blablabla. Mais néanmoins, si vous êtes au 46e jour, vous pouvez toujours loger votre recours devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Préparez-vous à ce débat quand même de la part de l'avocat de la partie adverse. Mais il demeure toujours compétent parce que la prescription s'étire jusqu'à 3 ans. Peut-être une dernière question que je trouvais quand même intéressante. Quelqu'un demande si dans le cadre d'un recours, donc là, la plainte est déposée, on se retrouve devant les tribunaux, quel conseil pouvez-vous donner là, à la personne plaignante qui voudrait convaincre ses collègues de venir témoigner en sa faveur dans le cadre de l'audience? C'est une excellente question. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un de venir témoigner. Vous pouvez transmettre un subpoena à la personne. Si la personne ne vient pas, il faudra convaincre le tribunal que le témoignage de cette personne est important et probant pour votre cause. À ce moment-là, le tribunal pourra euh, euh, prononcer une ordonnance d'amener. Une ordonnance pour que cette personne soit une ordonnance directe du tribunal, auquel cas, si la personne vient, ne se présente pas, ce sera considéré comme un outrage au tribunal. On ne veut pas arriver là, OK? Si les personnes ne veulent pas témoigner parce que, oui, elles ont peur des représailles, elles peuvent le faire par écrit. Elles peuvent le faire par écrit, ce qu'on appelle les déclarations écrites. Je sais que ben, la déclaration écrite peut toujours, comme n'est pas anonyme malheureusement, mais vous ne pourrez pas l'obliger à moins d'avoir une ordonnance judiciaire. Vous comprenez? C'est un peu compréhensif que quelqu'un ne veuille pas se mettre son employeur à dos. OK? Mais si vraiment son témoignage est probant pour gagner votre cause, vous pouvez peut-être demander une ordonnance.
Peut-être aussi ajouter que si jamais la personne se présente et témoigne dans le cadre d'un recours, il y a quand même une protection là, par la plainte pour les pratiques interdites qui protège justement ce témoin-là de Exactement. mesures de représailles de la part de l'employeur également. Exactement. Excellent pour mettre La Fontaine. C'est excellent. C'est vrai. Donc, je crois que ça complète pas mal les questions qui ont été abordées dans le cadre de la présentation. Euh, Est-ce que je suis encore en partage d'écran? non, ça a été OK. retiré. OK. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut notre conférence aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Nga. Et au nom du Barreau de Plaisir. Montréal et de ses plus de 17 000 membres, je vous remercie de votre précieuse collaboration. Je remercie également, encore une fois, les partenaires du Barreau de Montréal, donc les bibliothèques du Vieux-Saint-Laurent et de Béni. Merci également à tous pour votre participation. J'espère que vous avez, comme moi, apprécié la présentation de Maître Nga. La présentation sera disponible sur le site du Barreau. Nous vous donnons rendez-vous à la journée porte ouverte au Palais de justice de Montréal et à la Cour d'appel qui sont organisées le samedi 28 mars 2026. Il y aura des consultations juridiques gratuites, un procès simulé inédit et bien plus encore. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site Internet, donc visedroit.com. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.